Ami guidé, bonjour. Je me baladais dans la cuisine ce jour-là, euh, lorsque, sans écouter la conversation, euh, parce que je ne voulais pas être indiscret, mais j'ai entendu des guides qui, entre une énorme quantité de nouilles à cuire et une énorme quantité d'une sauce bolognaise, discutaient un peu à bâton rompu. Je pourrais dire à nouilles rompues, bon, discuter à bâton rompu, et d'un seul coup j'ai entendu l'expression la pression du patriarcat. La pression du patriarcat. Alors, j'aimerais vous dire ce que ça veut dire ce truc-là. Parce que je me suis dit, si ça sort aussi spontanément dans une conversation à bâton rompu, ça veut dire que c'est bien intégré. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous connaissez, qu'on vous a enseigné d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas, à l'école ou autre. Enfin, en tous les cas, c'est intégré et ça sort tout seul dans une conversation, dans une cuisine. L'heure est grave, mes amis. Bon, l'expression que vous avez utilisée, pression du patriarcat, date des années 70. Auparavant, jamais on n'avait utilisé cette expression. Bon, elle est apparue dans un milieu athée, marxiste, anti-catholique, ultra-gauchiste, très militant, radical, féministe, pour dire les choses rapidement. Ça, c'est dans les années 70. Mais auparavant, avant de faire un peu d'histoire, eh bien, je vais vous dire ce que c'est qu'un patriarcat au sens propre du mot français patriarcat. Ce qu'on appelle patriarcat, c'est un territoire donné qui est sous la responsabilité d'un patriarche, c'est-à-dire d'un évêque. Voilà. Le patriarche est un évêque qui a une responsabilité importante sur une portion du peuple de Dieu. On parle beaucoup des patriarcats, surtout en Orient, Moyen-Orient et au Proche-Orient, mais on peut considérer par exemple que le pape François est un patriarche latin, voyez, patriarche latin d'Occident. Voilà. Et donc un patriarche, c'est donc un évêque, et un patriarcat finalement, c'est alors pas tout à fait un évêché, parce que pour nous un évêché c'est par exemple un département en France, alors que là il s'agit de territoires plus vastes, comme par exemple le Liban et la Jordanie font partie du même patriarcat latin arabe dans cette région, vous voyez par exemple. Bon, c'est assez compliqué la géographie des patriarcats. En tout cas, voilà ce que signifie exactement ce mot de patriarcat. Bon. Et il a été détourné de son sens premier dans les années 70 dans un milieu marxiste-léniniste. Et donc en fait, c'est une expression qui témoigne de ce qu'on pourrait appeler du marxisme sexuel. Alors je m'explique. Faisons un tout petit peu d'histoire. Au XIXe siècle, s'est développée la pensée selon laquelle l'histoire avait un sens et que ce sens était, on pourrait dire, en progression constante. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un progrès inéluctable de l'humanité. L'humanité aujourd'hui est meilleure que l'humanité d'hier, et celle de demain sera encore meilleure que celle d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça l'idée. Ça nous vient d'un philosophe qui s'appelle Hegel, H-E-G-E-L, Georges Friedrich Hegel, qui avait comme une sorte, on pourrait dire, d'optimisme, peut-être de naïveté, qui consistait à dire que l'histoire avait un sens, et que ce sens, eh bien, c'était le sens de l'histoire des idées, et que les idées menaient le monde par, et là vous allez reconnaître quelque chose que vous connaissez, par succession de thèses, antithèses, synthèse, pardon. Donc thèse, antithèse, synthèse, et par exemple, au XIXe siècle, donc, Karl Marx, donc, qui est un philosophe allemand, lui aussi,
a déclaré que, finalement, économiquement et politiquement, il y avait la thèse, c'est les bourgeois qui tiennent le monde, notamment au moyen de la religion. Hein, donc, on reviendra à la religion, c'est assez important. Les bourgeois tiennent le haut du pavé, c'est la thèse. L'antithèse, c'est la révolte du prolétariat. Et donc, de cette lutte naît la synthèse, la dictature du prolétariat, qui apportera, je cite, des lendemains qui chantent, voilà, des lendemains qui chantent, avec un monde bien sûr bien meilleur, avec une égalité parfaite, où il n'y a plus de bourgeois, plus de prolétaires, mais tous que des camarades qui se tutoient. Le vouvoiement est quelque chose qui a été proscrit en Union soviétique, qui a été proscrit aussi dans certains milieux ecclésiaux et qui l'est encore un peu. Dans beaucoup de milieux professionnels aujourd'hui, on doit absolument se tutoyer comme des camarades. Il n'y a plus de vous, de moi, de nous, et il n'y a plus que toi et moi. Voilà, on est tous pareils, il y a une égalité parfaite, il n'y a aucune différence entre nous. Bon. Alors, en tous les cas, thèse, antithèse, foutaise. Les bourgeois sont évidemment tous très méchants, oppresseurs, méprisants, hautains, enfin tout ce que vous voudrez. Bon. Et puis par contre, les prolétaires, eux, ils sont opprimés, malheureux, ils n'ont pas le droit au chapitre, on les méprise, on les regarde de haut, etc. Vous voyez, avec ce schéma, on a relu aussi l'histoire. On s'est dit, au fond, par exemple, avant la Révolution française, il y avait les seigneurs et puis les paysans. Alors les seigneurs étaient tous très méchants, oisifs, etc. Machin, bon. Et puis par contre, les paysans, eux, ils étaient laborieux, ils travaillaient, ils étaient honnêtes, courageux, simples, eux au moins. Et ils étaient sous la domination, sous l'oppression des méchants seigneurs. Mais heureusement, la Révolution française est arrivée et a tout rétabli. Bon, bref. En tous les cas, thèse, antithèse, synthèse. Le marxisme a récupéré ce schéma de Hegel pour dire ça fonctionne toujours comme ça. Bon. On voit ce que ça a donné. Hein, le marxisme très égalitaire et merveilleux, il a mis par terre l'économie de je ne sais combien de dizaines de pays, 24 millions de morts sous Staline, bon, la liberté qui disparaît totalement dans ces pays, enfin bon bref, tout le monde connaît aujourd'hui bien le résultat du marxisme très égalitaire. Mais entre-temps, à une époque où on ne savait pas encore toutes les horreurs du marxisme-léninisme, on ne connaissait pas encore bien les dégâts des goulags et des différentes dictatures communistes qui s'étaient installées, et donc on s'est mis à inventer d'autres formes de marxisme dans d'autres sujets. Par exemple, le marxisme racial. Les blancs, thèse, dominent les noirs, antithèse, qui, en s'organisant bien, rétablissent l'équilibre, et à la fin, le monde arc-en-ciel, sans noir ni blanc, produit une égalité et une joie parfaite. Bon. On voit bien que le Black Lives Matter, par exemple, aux États-Unis, qui est un exemple récent, montre à quel point tout ceci en fait produit de la violence et ne rend pas plus heureux les uns ou plus malheureux les autres. Ça rend tout le monde malheureux. Ça fait des tensions très fortes. Ça produit de la violence et même des morts. Bon. Le marxisme, qui est intrinsèquement pervers, hein, qui est une pensée intrinsèquement perverse, ne peut produire que de la violence et de la tristesse. C'est évident. Bon. Alors, marxisme économique et politique avec Marx, marxisme racial, dont le Black Lives Matter est une expression, et puis le marxisme sexuel maintenant, qui est celui qui est contenu dans l'expression pression du patriarcat. C'est-à-dire que la thèse, c'est l'homme, qui bien sûr domine, est méprisant, hautain, supérieur, tout ce que vous voudrez, donc l'oppresseur. L'opprimé, c'est la femme. Donc si les femmes s'organisent bien dans un girl power, hop,
elles vont rétablir un équilibre, et de cet affrontement naîtra la synthèse, une égalité parfaite d'hommes et de femmes, et même on va un peu plus loin avec la théorie du genre, en disant il n'y a plus d'hommes ni de femmes, il n'y a plus que des êtres indéterminés qui décident d'être un homme ou qui décident d'être une femme, voilà, qui décident d'avoir un père ou de ne pas en avoir, qui décident d'avoir deux pères ou deux mères, qui, tiens, PMA, GPA, toutes ces choses-là, tout ça c'est le fruit de la révolution sexuelle. L'expression n'est pas de moi, révolution sexuelle est une expression qui a été utilisée par un Américain cette fois en 1946, donc très tôt, vous voyez, à une époque où on croyait encore au marxisme et où on l'a appliqué à plusieurs schémas, notamment au schéma sexuel, c'est-à-dire la différence entre l'homme et la femme. Donc il y a comme une sorte d'optimisme un peu benet, un peu béat, un peu naïf, de croire que on va produire sur le plan économique, politique, social, etc., une égalité parfaite entre l'homme et la femme, alors que nous sommes évidemment très inégaux. On le voit bien, enfin, ne serait-ce que physiquement, on voit bien qu'on est inégaux. Alors que ce qu'il faudrait, c'est voir peut-être une égalité de nature, pas une égalité de conditions, mais de nature. Comme on le voit dans le livre de la Genèse, vous ne le voyez pas, mais l'appareil photo sur lequel j'enregistre cette vidéo est posé sur une Bible, et dans les premiers chapitres de la Bible, dans la Genèse, on décrit une égalité parfaite entre la chair d'Adam et la chair d'Ève. C'est magnifique. Sauf qu'on décrit aussi, au chapitre 3, le péché originel. Et voilà le vrai sujet. Voilà le vrai problème qui fait que, en effet, un homme qui, par exemple, a de la masse musculaire plus importante, a la tentation d'écraser celui ou celle qui a une masse musculaire moins importante que la sienne. Celui qui est riche a évidemment la tentation de mépriser celui qui est pauvre, comme si lui il était meilleur puisqu'il avait réussi à devenir riche, par exemple. Et ainsi de suite. Donc en réalité le problème c'est le péché. Et ça tombe bien pour le carême, voyez-vous, de se dire que notre problème c'est le péché. Le problème c'est pas que nous soyons un homme et donc forcément un abominable oppresseur, ou que nous soyons une femme, c'est-à-dire une malheureuse petite opprimée, alors qu'en réalité, nous sommes tous, hommes et femmes, traversés par le même problème qui s'appelle le péché. Alors plus exactement, le péché originel, c'est-à-dire la déviation d'un désir de Dieu qui s'appelle, sous la plume de Satan, si on peut dire, vous serez comme des dieux, c'est-à-dire, en effet, nous aspirons à être en Dieu, nous aspirons à devenir Dieu dans l'éternité, et pour cette raison, on se prend pour Dieu ici-bas sur la terre. Alors c'est ça le problème. Alors par exemple, dans le livre de la Genèse, on dit que l'homme aura la tentation de dominer, et que par exemple la femme aura la tentation de séduire. Voilà. Dominer, séduire, c'est bien ni l'un ni l'autre. Hein. Et puis une femme peut très bien avoir la tentation de dominer, et un homme la tentation de séduire. Tout est possible. Hein. Simplement, le problème, c'est le péché, c'est-à-dire la déviation de ce que je suis, qui fait que je me comporte mal en tant qu'homme vis-à-vis d'une femme, ou en tant que femme vis-à-vis d'un homme. Voilà. Ou en tant qu'homme vis-à-vis d'un autre homme, ou en tant que femme vis-à-vis d'une autre femme. Je me comporte mal parce que j'ai cette déviance en moi qui s'appelle le péché originel, enfin, avant le baptême, et après le baptême, on appelle ça la concupiscence. La concupiscence, ça désigne cette espèce de boitillement, de tendance que l'homme, au sens large du terme, a à faire le mal, alors qu'il voudrait bien toujours faire le bien et se comporter de façon droite et belle. Bon. Donc, l'expression pression du patriarcat a été inventée de toutes pièces dans les années 70, où différents intellectuels, hommes ou femmes,
ont commencé à relire toute l'histoire de l'humanité, au moyen de l'anthropologie, de l'histoire, de la géographie, de la sociologie, de l'anthropologie, tout ce que vous voulez. Ils se sont mis à travailler dans toutes ces matières en mettant l'idéologie marxiste dans notre vision de l'histoire. Voilà. Et donc, non, il n'y a jamais eu de domination masculine avant les années 70, ça c'est absolument pas vrai. On a plusieurs exemples qui sont très célèbres. Je pense par exemple à Sainte Jeanne d'Arc, qui était une toute petite jeune fille auquel les militaires de l'époque ont obéi comme un seul homme. Je pense à Sainte Catherine de Sienne, qui écrivait au pape, et quand elle écrivait au pape, le pape lisait la lettre de début jusqu'à la fin, à l'endroit, à l'envers et de travers, en se disant, bah oui, elle a raison, il faut que je revienne à Rome, par exemple, hein, quand il était à Avignon. Je pense à Sainte Thérèse d'Avila, qui a réformé le Carmel féminin d'abord, et puis ensuite qui a contribué à la réforme du Carmel masculin ensuite, avec l'aide de Saint Jean de la Croix, et ni l'un ni l'autre ne se sont posé la question de savoir qui était l'homme, qui était la femme. Ils se sont tous les deux dit, il faut qu'on réforme le Carmel, un point, c'est tout. Ce n'est pas une histoire d'homme ou de femme. Et il y a un certain nombre comme ça de figures, Brigitte de Suède également, il y a des figures de femmes dans l'histoire qui montrent que cette prétendue domination masculine n'a jamais existé. Bon. Et donc, mais par contre, ce qui a toujours existé, ça il faut le dire, ce qui a toujours existé, c'est que à toutes les époques, la tentation de dominer parce que on a une supériorité, quelle qu'elle soit, qui nous est donnée par, je ne sais pas moi, par l'argent, par le pouvoir politique, par la responsabilité religieuse, par la position dans la société ou dans la famille, qui fait que je suis tenté, à toutes les époques, de me servir de ce que je suis pour dominer l'autre, oui, ou pour le séduire. Ça, c'est vrai. Et donc, tous les exemples que vous pouvez trouver dans l'histoire de domination masculine, eh bien, ce sont des exemples de domination à cause du péché présent dans le cœur de l'homme, qui fait que, en effet, il est tenté de profiter de son avantage. Mais ceci est la même chose pour les femmes, mesdemoiselles. C'est la même chose. Hein. Une femme peut très bien profiter, hélas, de sa supériorité dans un domaine ou dans un autre pour dicter à l'homme ou aux hommes de quelle manière il faut qu'ils se comportent. Tout en parlant, je repense par exemple à l'ordre de Cluny, par exemple, qui s'est développé partout en France, mais spécialement chez nous à Fontevraud, non loin de Saumur. Et à Fontevraud, eh bien, la responsable de la communauté était une femme, elle était responsable des hommes et des femmes. Et les hommes ne voyaient aucun problème à ça. C'était une heureuse époque. Le Moyen-Âge est une très heureuse époque où on se fichait pas mal de savoir si c'était un homme ou une femme qui était ici ou là. On s'intéressait surtout à la compétence, au charisme et au fait que cette personne était quelqu'un qu'on avait envie de suivre ou pas. Voilà. Donc, attention à votre vocabulaire et puis relisez un peu l'histoire pour mieux comprendre ce qu'on a purement et simplement inventé comme étant une pression ou une oppression patriarcale. À bientôt.